Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre série des top 5 pour remplacer les grands classiques et aujourd'hui on s'attaque à Loup-Garou. Un grand classique. Un grand classique. Loup-Garou, un jeu que probablement tout le monde a déjà joué une fois. C'est un jeu qu'à la base n'avait même pas un thème de loup-garou. Donc la toute première version s'appelait Mafia. C'est un jeu d'un éditeur, en fait d'un designer russe, donc qui s'appelait Dimitri Davidov. Donc c'est mon équivalent russe. Qui a eu cette idée-là en 1986. Et lui, dans le fond, il travaillait au département de psychologie de l'université de Moscou. Donc les premières personnes à tester le jeu et à jouer au jeu ont été les gens sur le campus de l'université. Et là, le jeu est devenu très populaire. Ensuite, ça l'a débordé. Ça a ensuite été envoyé dans d'autres pays d'Europe et ça grandit comme ça. Puis c'est seulement en 1997 qu'on a vu le thème loup-garou apparaître sur le jeu. Donc, il y était une autre version de Mafia. Et après ça, on a eu plein de dérivés de ce jeu-là qui sont apparus, dont le très populaire Loup-Garou de Tierce-Lieu en France, qui je pense qui est la version qui a peut-être plus popularisé dans la francophonie. Encore aujourd'hui, ils continuent à sortir des expansions, des nouvelles versions, Werewolf, One Night Werewolf, des trucs comme ça, différentes variantes. Fait que c'est un jeu encore très populaire aujourd'hui. Ouais, qui a beaucoup de variantes. Donc, Loup-Garou, LP, qu'est-ce que c'est? Loup-Garou, dans le fond, c'est le prototype d'un jeu à identité secrète. Dans le cas de Loup-Garou, il y a un joueur qui va être le maître de cérémonie en quelque sorte. Il va distribuer des cartes face cachée à tout le monde qui vont donner un rôle à chacun des joueurs. Certains joueurs vont être des villageois. Parmi les villageois, il peut y en avoir qui ont des pouvoirs. La voyante, la petite fille, le capitaine ou le maire, je sais plus trop. Le chasseur. Et il y a d'autres joueurs qui vont être des loups-garous. L'idée, c'est qu'à tous les tours de jeu, il va y avoir différentes phases qui vont être gérées par le maître de jeu, où les joueurs vont ouvrir et fermer les yeux selon les phases. Éventuellement, les joueurs auront à discuter pour éliminer l'un d'entre eux. Fait que les loups-garous doivent convaincre parce que les loups-garous savent qui sont les loups-garous, savent qui sont les villageois. Et fait que le but du jeu pour eux sera d'éliminer tous les villageois avant que le dernier loup-garou soit éliminé. Puis les villageois, ça va être d'essayer de voir qui leur ment parmi les villageois pour essayer de déterminer qui sont les loups-garous. Puis à tous les tours de jeu, il y a une phase de vote. On choisit un joueur qui est éliminé du jeu, fait que là on le sort de la partie. Il révèle son rôle à ce moment-là, fait que là on sait si on a éliminé un villageois ou un loup-garou. Puis les loups-garous, eux aussi, ont une phase supplémentaire tous les tours de jeu où ils éliminent un joueur. Évidemment, eux, comme ils le savent, ils éliminent un villageois à chaque fois. Puis la première faction qui est éliminée donne la victoire à l'adversaire. Fait que c'est un jeu à identité secrète. Des identités qui sont données au hasard en début de partie. Puis dans le cas de Loup-Garou, il est assez particulier parce qu'il n'y a pas tellement d'autres jeux qui ont refait ça depuis, mais il y a un maître de cérémonie à Loup-Garou. Ça prend un maître de jeu. Ça prend quelqu'un qui joue pas, qui fait juste animer la partie. C'est le fun de le faire pareil, c'est pas désagréable d'animer une partie de Loup-Garou, mais ça prend quelqu'un qui anime le jeu. On peut pas juste jouer une équipe contre une autre. Donc, si vous êtes tanné de vous faire éliminer au premier tour Loup-Garou, on vous propose 5 suggestions pour remplacer ce grand classique et on va terminer avec une suggestion pour gamer. Donc, commençons avec notre numéro 5. Le premier jeu, c'est un petit jeu de cartes et d'énormes chips de poker de super qualité qui s'appelle Secret. Dans Secret, on est en pleine guerre froide. Fait qu'il y a, au début de la partie, on va distribuer au hasard justement ces espèces de grosses pastilles-là en plastique. C'est ces pastilles-là qui vont déterminer quel est ton rôle pour la partie. Fait que certains joueurs vont être pour la CIA, certains joueurs seront pour le KGB et certains joueurs seront Peace and Love. Fait qu'on a littéralement un symbole vert de Peace and Love. Et au début de la partie, on va regarder une fois sa pastille, et selon le nombre de joueurs, des fois on peut aller en regarder une autre. Le joueur qui est à sa droite, là, si on est un grand nombre de joueurs pour se donner une chance. Et il y a une pastille neutre qui est placée au centre de la partie. Le nombre d'agents CIA, KGB, Peace and Love, ça dépend du nombre de joueurs. On peut jouer de 4 à 8. Et ensuite, le principe du jeu est super simple et complexe à la fois. On a une espèce de gros paquet de cartes rôle en quelque sorte. Et là, quand c'est à soi de jouer, on va piger 2 cartes du paquet.
Parce qu'on va révéler les 2 rôles à tout le monde. Fait que moi, j'ai pigé un espion et un journaliste. Chaque carte, il y en a 8 dans le jeu, si ma mémoire est bonne. C'est un pouvoir. Chaque carte a un pouvoir spécifique et une valeur en point de victoire qui peut être négative ou positive. Là, une fois que j'ai révélé mes 2 cartes à tout le monde, je vais les prendre, je vais les replacer face cachée. Je vais en décider une des 2, puis je vais remettre l'autre en dessous du paquet de cartes. Celle que j'ai décidée face cachée, je l'offre à un autre joueur, celui que je veux. Le joueur qui se fait offrir la carte a 2 options. Soit il refuse la carte. Si elle refuse, il me la redonne. Je la révèle, j'applique son pouvoir et je gagne ses points de victoire. Et s'il l'accepte, ben, il révèle la carte, il active le pouvoir et il gagne les points de victoire. Et là, après, c'est de voir comment tous les rôles interagissent en eux. Le but du jeu, c'est que à la fin de la partie, quand un joueur va avoir 5 personnages devant lui, 5 cartes devant lui, la partie va se terminer. Tout le monde va révéler sa pastille. Les joueurs du KGB vont additionner leurs points ensemble. Les joueurs de la CIA vont additionner leurs points ensemble. L'équipe qui a le plus de points l'emporte. Sauf si un joueur Peace and Love a le moins de points individuellement, pas collectivement, parce que lui, il n'est pas en équipe. Fait que si lui, il a 1 point, puis c'est le joueur qui a le moins de points, ben, il gagne la partie à lui tout seul. Celui qui est Peace and Love. Puis s'il y a 2 Peace and Love, ben, ils sont quand même individuels chacun. Ils ne sont pas en équipe. Fait que c'est le joueur individuellement qui a le moins de points parmi les Peace and Love. Sinon, c'est l'équipe qui a le plus de points entre KGB et CIA. Mais la twist... Puis la twist, c'est que les rôles te font faire n'importe quoi. Les rôles peuvent changer pendant la game. C'est que ta pastille peut changer pendant la partie. Puis il y a une règle super importante dans le jeu, tu regardes la pastille une fois au début de la partie, puis après tu n'as plus le droit de la regarder, à moins qu'un pouvoir te permette de le faire. Il y a le détective, entre autres, un des rôles qui te permet de regarder les pastilles des autres joueurs. Tu peux regarder la tienne. Pourquoi j'ai regardé la mienne? Je l'ai vu au début. Ben parce qu'il y a certains rôles, comme le diplomate, si ma mémoire est bonne, qui fait que tout le monde se ferme les yeux, puis là, moi, je prends 2 joueurs, puis j'échange leur pastille. Fait que je sais pas si ma pastille à moi a bougé ou non. Ou je prends les 2 joueurs qui sont à ma gauche puis à ma droite, puis j'échange ou non leur pastille, ou j'échange avec la pastille qui était neutre au centre. Fait que les rôles peuvent commencer à changer. Tu peux commencer CIA, te ramasser KGB, Fenrir, Peace and Love. Fait que vouloir plein de points, puis là j'ai viré Peace and Love, fait que là je veux plus de points, ou je veux absolument changer de rôle pour revenir dans une équipe. Fait qu'il y a un gros chaos à l'intérieur des rôles. Il y a quand même de la déduction qui se fait. Tu peux avoir une stratégie à l'intérieur de la partie, mais elle peut être hyper chaotique puis virer dans tous les sens. C'est un jeu super le fun, c'est un beau design. Mais c'est drôle. C'est un jeu qui est humoristique. C'est un jeu humoristique qui est très très drôle. Puis il est très très. Les fins de partie, ça peut virer dans tous les sens selon qui distribue les passés puis comment ça se ramasse. Mais sinon, c'est un super beau jeu, c'est une belle production, c'est un jeu qui n'est pas dispendieux. La première partie est un petit peu laborieuse en toute honnêteté, parce que là, il faut apprendre les rôles, les 8 rôles qui peuvent revenir, les cartes qu'on joue. Mais une fois que ça s'est fait, ça va super bien, les parties sont courtes, même à 8. Super bon jeu qui s'appelle Secret, c'est notre numéro 5. Je continue du même souffle avec notre numéro 4, qui est un jeu encore plus petit, mais qu'il y a une petite boîte de cigares qui est le cœur du jeu. C'est un jeu qui s'appelle Mafia de Cuba. Mafia de Cuba, le principe, c'est qu'il y a un joueur qui va être le parrain de la mafia cubaine. Et au début de la partie, on va prendre une boîte de cigares qui est la boîte de jeu, puis dedans, on va mettre des diamants qui sont représentés par des petits jetons, des espèces de petits cristaux. Puis on va mettre les rôles qui sont à l'intérieur du jeu. Puis on va mettre soit la boîte à l'extérieur, soit on la passe autour de la table secrètement. Et en commençant par le premier joueur, il va regarder dans la boîte, il va regarder le nombre de cristal qu'il y a, de diamants qu'il y a, il va regarder les rôles, puis il va décider qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que je vole le parrain en volant des diamants, ou je choisis l'un des rôles qu'il y a. Puis là, il y a les suivants, les secondes du parrain comme rôle, fait que ceux qui sont fidèles, il y a des agents de la CIA comme rôle, il y a un assassin comme rôle, il y a la police comme rôle. Fait que là, la boîte va passer comme ça, puis à chaque fois que la boîte elle ouvre, ben là, moi je vois, ok, là je vois qu'il y a déjà 2 followers qui sont sortis, il manque la moitié des diamants, puis la CIA est plus là. On va prendre 2 diamants. Là, tu les mets dans tes poches. Puis tu mets ton rôle puis tes affaires dans tes poches. C'est juste ça le jeu. Puis quand tout le monde a choisi, mais là, le parrain jase. Fait que ça te prend un groupe willing pour que ça soit le fun. Le parrain va questionner tout le monde, va poser autant de questions qu'il veut, puis il va essayer de deviner c'est qui a volé ses diamants. Puis après, selon le rôle que tu as choisi, parce que c'est ça qui est particulier dans Mafia de Cuba, tu choisis ton rôle si tu en veux un. Si tu veux pas mentir, tu prends un rôle des secondes du parrain, puis tu vas juste dire la vérité, tu vas dire ce que tu as vu. Moi, quand j'ai pris la boîte, il n'y en avait plus de diamants. Fait que les 3 qui ont choisi avant moi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui en a pris là-dedans. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui en a pris. Ou moi, lui, il t'a dit qu'il était de la CIA, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai ouvert la boîte, il y en avait encore des jetons de la CIA. Fait que c'est quelqu'un après moi qui l'a pris s'il n'y en a plus. Parce que le parrain, il regarde le contenu de sa boîte avant de commencer à questionner.
Puis après, le parrain va juste guesser. S'il trouve c'est qui a volé ses diamants, chaque fois qu'il dit « Toi, tu m'as volé », ben, la personne va vider ses poches. S'il y a des diamants, il est éliminé. Puis s'il n'y a pas de diamants, ben, le parrain est éliminé. Puis selon le nombre de joueurs, il peut avoir droit à une chance. Il a droit à une chance ou deux. Si on va jusqu'à 12, si tu joues à 12, le parrain peut se tromper 2 fois. Puis après, c'est qu'il y a des rôles intéressants. Si moi, je suis l'assassin, je veux juste pas me faire trouver, puis je suis d'un gagnant à la fin de la partie. Mais s'il me trouve, si le parrain me désigne, il faut que je crie « Pow » en désignant quelqu'un au moment où il me désigne, puis je tue la personne aussi que j'ai désignée. Il y a les agents de la CIA. Les agents de la CIA veulent se faire nommer, ils veulent se faire accuser. S'ils se font accuser, ils arrêtent le parrain. Puis ils sont l'un contre l'autre. Fait que les deux vont essayer de planter l'autre, mais ils vont essayer de se faire passer pour des followers, mais les followers vont dire non, c'est pas vrai que lui est avec toi, c'est moi qui est avec toi. Fait que c'est un jeu de grosses négociations, puis sa grosse twist, la raison pour laquelle il est si le fun, c'est que les gens choisissent leur rôle. Fait qu'ils choisissent quelque chose avec lequel ils sont confortables de faire. Particulier. Puis, la seule information que tu as, c'est ce que tu as vu dans la boîte au moment où tu as choisi ton rôle. Fait que les parties sont pas super longues. Des fois, ça dure 5 minutes. Le parrain se trompe tout de suite 2 fois. Puis, c'est terminé. Puis après avoir joué quelques parties, on s'habitue au flow de la partie, à la façon dont ça se déroule. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable comme jeu. Mafia de Cuba, une toute petite boîte de cigares d'ailleurs, toute petite boîte. Je le recommande fortement. Pour notre numéro 3, c'est un jeu qu'on a déjà parlé dans une autre vidéo quand on avait parlé des jeux pour remplacer Clou. Parce que c'est vraiment un mélange entre Clou et Loup-garou ensemble. Oui. Donc évidemment, c'est sûr qu'on en reparle aujourd'hui. Oui. C'est le jeu CS File, ou la version originale, c'est Deception Murder in Hong Kong. Donc c'est un jeu où on va avoir un meurtre qui a été commis par un des enquêteurs de la gang. Donc on a un joueur qui va jouer le médecin légiste, qui va être celui dans le fond qui va donner des indices. Il ne pourra pas parler, il va pouvoir donner des indices à l'aide des tuiles de jeu aux autres joueurs. Puis on va avoir des joueurs qui vont être les inspecteurs. Eux vont essayer de trouver le meurtrier. Puis évidemment, on a le meurtrier qui essaye de pas se faire trouver. Oui. Puis si on joue à plusieurs joueurs, on peut avoir un complice avec le meurtrier. Mais un témoin. Puis on peut avoir un témoin aussi qui connaît le meurtrier. Mais si à la fin, le meurtrier trouve le témoin, mais là, il fait abattre le témoin. Puis il gagne la partie. Il gagne la partie parce que le témoin ne peut pas aller en cours pour parler contre lui. Donc, on va avoir chaque joueur devant lui, sauf le médecin légiste, va avoir 4 cartes d'armes du crime et 4 cartes de pièces à conviction devant lui. Au début de la partie, comme un loup-garou, on va fermer les yeux. Le meurtrier va pointer 2 de ses cartes. Fait qu'une arme et une pièce à conviction au médecin légiste qui connaissent la combinaison du meurtre. Donc, les enquêteurs vont essayer de trouver cette combinaison-là pendant la partie pour gagner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le médecin légiste va avoir des tuiles. Fait que, par exemple, il va avoir la tuile lieu du crime. Fait que là, il va mettre un jeton sur ce qu'il pense qui donnerait le plus d'indices sur le lieu du crime. Alors, le lieu du crime était dans un parc. Ouais. Ben, peut-être que justement l'arme qui a été choisie ou la pièce à conviction qui a été choisie, ben, un lien avec le parc, c'était une feuille d'arbre, c'est peut-être de quoi qui a rapport avec l'extérieur. Fait que le médecin légiste va essayer de trouver les meilleurs indices à donner pour chacune des tuiles pour donner des informations au détective. Fait qu'il va piger comme ça 5 tuiles, puis il va aller placer des jetons pour donner 5 indices différents. Après ça, les autres joueurs vont discuter ensemble, vont essayer d'interpréter les indices qui ont été donnés, de dire « Hey, il a dit que c'était un meurtre qui a été... je sais pas, le meurtre, ça a été de l'empoisonnement. » Ah, mais toi, t'as comme du poison devant toi, puis toi, t'as d'autres produits chimiques. Puis, fait que là, tu commences à voir un peu les joueurs qui pourraient être des suspects. Puis là, t'essaies de soit défendre ton point, ou t'essaies justement de lancer la balle sur les autres. Souvent, le meurtrier va choisir une combinaison où il va y avoir de la confusion, où il sait que si je prends telle combinaison, ils vont penser que c'est tel autre joueur ou tel autre joueur. Fait que là, on va essayer de trouver comme ça. Puis chaque joueur va pouvoir donner son hypothèse à la fin de la ronde pour savoir où on en est. Si jamais on est vraiment sûr de la combinaison, ben là, on va jouer notre badge de police. Là. On a seulement une chance. Tu peux le faire une fois dans toute la partie. Chaque détective peut le faire une fois dans la partie. Fait que là, si je dis, OK, je prends mon badge, je dis que c'est tel joueur avec telle arme puis telle pièce à conviction, si je l'ai, ben là, les détectives vont gagner. Si on l'a pas, ben le médecin légiste va juste dire non. Il dira pas si c'était un des deux de bon, si c'était le bon joueur, si c'était la bonne carte. Il fait juste dire non tout simplement. Puis on continue comme ça. On va jouer 3 rounds. À chaque round, dans le fond, le médecin va enlever une tuile, en piger une nouvelle, et qu'il va donner un nouvel indice à chaque fois. Puis à la fin des 3 rounds, ben là, quand tout le monde a utilisé son badge, puis si on n'a pas réussi à trouver le meurtrier, ben c'est lui qui va l'emporter tout simplement. Donc super le fun, encore une fois, il est très simple à comprendre. Les rôles sont pas très complexes aussi. Fait que des fois, loup-garou... Puis un petit peu à la loup-garou, tu peux jouer avec un grand nombre de joueurs. Je pense qu'il va jusqu'à 12. Ouais, exactement. Donc CS File, une très bonne alternative à loup-garou.
On continue avec notre numéro 2. Dans le numéro 2, là, on s'en va dans l'univers des super-héros. On a choisi le jeu qui s'appelle Hell Hydra. Dans Hell Hydra, si vous connaissez les films de Marvel, dans le fond, on parle de l'organisation maléfique nazie de la Deuxième Guerre mondiale que Captain America combattait là, dans le premier film de Captain America. Dans le concept de Hell Hydra, c'est qu'au début de la partie, on va piger 3 vilains que collectivement, on doit combattre. Et collectivement, on va tous se choisir ou piger au hasard un héros. Fait que lui, il va avoir Hulk, moi, je vais avoir Captain America, je vais avoir Iron Man, Scarlet Witch, Black Widow. On a tous les héros des films et quelques autres. Comme choix de héros. Puis là, on va avoir les vilains sont en 3 niveaux de difficulté. Fait que dans la difficulté numéro 1, j'en pige 1. Dans la difficulté numéro 2, j'en pige 2. Puis je pense qu'on finit toujours avec Red Skull. Je sais pas, je m'en rappelle plus s'il y a des choix. Mais on en a aussi un niveau 3 ou niveau 4. Je me rappelle plus si c'est 3 ou 4 niveaux, mais on va avoir une série de vilains à affronter. La mécanique est hyper simple. À son tour de jeu, en fait, dans la première phase de jeu, on va se faire donner des cartes dans notre main qui vont de moins 3 à plus 4 ou de moins 4 à plus 5, là, quelque chose comme ça. Puis on va tout simplement jaser, puis on va en jouer pour essayer de se rendre à la valeur du vilain. C'est sûr que, évidemment, en début de partie, tout le monde se fait donner une chip et certains, une espèce de grosse pastille encore une fois, et là on va regarder si on est Shield, donc si on est du côté des héros, ou si on est Hydra, fait que si on est des espions infiltrés dans Shield. Fait que oui, dans le jeu, Captain America et Hulk peuvent être Hydra, peuvent être méchants. Fait que l'idée, c'est qu'on va juste jouer nos cartes, tout simplement, de valeur positive ou de valeur négative. On a un plateau qui représente la ville de New York avec des points de vie qui descendent. Fait que si on réussit pas à battre le vilain, on fait juste infliger un certain nombre de points de dégâts, on va l'indiquer sur l'affiche. Mais le vilain va avoir un effet sur la ville de New York, il va le battre. Puis, une fois qu'on a battu le premier vilain, ben, on revient au quartier général, puis là, on jase. Parce que là, quand on va aller affronter le deuxième vilain, il y a quelqu'un qu'on n'amènera pas. On n'amènera pas dans la mission. Là. On l'amène pas, lui. Ouais. Captain America, ça s'est mal passé. Reste à la base. Puis, c'est important de dire que quand on joue nos cartes, on les joue toutes face cachée, puis ensuite, on brasse le paquet, puis on les révèle. Tu peux dire tout ce que tu veux pendant que tu joues tes cartes, mais après, on brasse, puis on révèle. Fait que tu peux dire, si tout le monde dit j'ai joué du positif, c'est ça, évidemment. Puis là, il y a 3 cartes moins 3, puis à cause de ça, on bat pas le vilain, ben là, c'est comme non, ok, il y a quelqu'un qui c'est pas vrai, là, qui a joué du positif. Tout le monde a un pouvoir qu'il peut utiliser une fois dans la partie pour soit aller vérifier des cartes, aller voir le rôle de quelqu'un d'autre. Puis plus on avance, plus il y a un grand nombre de joueurs qui ne viennent pas participer. À la mission finale, il y en a 2 qui viennent pas participer. Fait que si tu es suspicieux des autres joueurs, puis que Hydra réussit à faire que ce sont 2 agents de SHIELD qui restent sur les bancs pendant le combat final, ben, ils ont des grandes chances de gagner, alors qu'à l'inverse, si on est capable de trouver les agents d'Hydra pour les écarter, ben, on va avoir des grandes chances de gagner à la fin de la partie. Fait que c'est un petit jeu qui a une mécanique simple de cartes, qui a été recyclé un peu d'un plus vieux jeu, dont nous réentendrons peut-être par un jour. Et fait que c'est une mécanique simple de cartes, c'est du rôle caché, c'est une thématique qu'on aime parce que c'est les super-héros, qu'on connaît ça, le matériel est super beau aussi. Puis il est vraiment simple, puis les parties sont très rapides, même si on joue un grand nombre de joueurs. Je pense qu'il va jusqu'à 8 ou 9. Ouais, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même principe que Résistance. Ouais. Sauf qu'on a des cartes avec des valeurs au lieu de juste échec ou succès. C'est ça. Mais en gros, ça ressemble beaucoup à ça. C'est ça. Puis c'est le même principe, ceux qui connaissent Dead of Winter, par exemple, c'est le même principe que les crises à Dead of Winter. Là. Tout le monde drop ses cartes pour régler la crise, mais quand on les brasse puis on les révèle, fait qu'on sait pas qui a joué quoi, puis on regarde le résultat selon ce qui a été joué. Fait que ça revient à ça. Fait qu'un très beau jeu, pas très dispendieux non plus. Hell Hydra, notre numéro 2. Pour notre numéro 1, c'est notre classique du temps des fêtes. C'est Secret Hitler. Secret Hitler, c'est un jeu qui s'apparente énormément au loup-garou. On va avoir 2 équipes. On va avoir les fascistes et les libéraux. Et évidemment, un des fascistes va incarner Hitler lui-même. Donc, il va essayer de gagner avec les fascistes, puis les libéraux vont essayer de gagner ensemble. C'est un jeu où on fait tout simplement essayer de d'élire des lois. Donc, à chaque tour, on va avoir un président dans la chambre. Le président va proposer un chancelier parmi les autres joueurs. On va ensuite discuter ensemble et on va voter sur cette proposition-là. Est-ce qu'on accepte qu'on ait l'équipe de ce président-là avec ce chancelier-là? Si le vote passe à 51% et plus, à ce moment-là, le président va piocher 3 tuiles de loi. Les lois, c'est tout simplement soit bleu pour libéral, rouge. C'est juste des couleurs. Bon, c'est ça, il n'y a pas de rien d'écrit ou quoi que ce soit sur les lois. Là. Donc, il va piocher 3 tuiles, il va en défausser une face cachée, il va donner les 2 tuiles restantes à son chancelier. Le chancelier va prendre les 2 tuiles restantes, va en défausser une face cachée, et la dernière tuile va être révélée, elle va être votée. Fait qu'on va la placer sur un des 2 plateaux, soit sur le plateau libéraux, soit sur le plateau fasciste, selon la couleur de la loi, tout simplement.
Les libéraux, pour gagner, doivent avoir 5 cartes de voter sur leur plateau. Les fascistes doivent en avoir 6. Mais sur le plateau fasciste, on va avoir des pouvoirs qui vont s'activer à certains endroits. Qu'on va être rendu selon le nombre de joueurs. On a des pouvoirs qui nous permettent de regarder les rôles des autres. Le parti de quelqu'un. On peut avoir à changer l'ordre du prochain président. On a même plus tard en fin de partie des pouvoirs qui nous permettent d'éliminer un joueur. C'est aussi une façon d'éliminer ou de tuer Hitler pour que les libéraux puissent l'emporter. Et si on est à moitié du plateau des fascistes, si on a 3 lois de voter, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, si Hitler est élu chancelier, il gagne automatiquement la partie. Donc là, ça va être important de justement trouver les joueurs avec qui on a confiance, qui on peut élire ou avec qui je pense qu'il ment. Fait que c'est vraiment un gros jeu d'interaction sociale. Je pense que sa force, c'est justement qu'il n'y a pas... Il n'y a pas tous des rôles différents pour tout le monde. C'est la simplicité, je pense, puis l'accessibilité à ce jeu-là qui est plus facile peut-être que le loup-garou. Puis le fait aussi que l'élimination arrive aux 3/4 de la partie et non à chaque tour de la partie. C'est sûr que si on compare à loup-garou, c'est que tu peux être éliminé, tu peux jouer une partie de 40 minutes et sans avoir joué après 2. Tu peux ne pas avoir joué de la partie parce que ça commence avec une élimination loup-garou. Mais c'est ça, Secret Hitler vient corriger ça un petit peu comme tous les autres jeux qu'on a nommés qui n'ont pas d'élimination non plus. Mais vraiment, c'est vraiment le fait qu'il y a juste 2 camps. T'as pas de rôle particulier, t'as Hitler que t'as une petite affaire de plus, mais il se joue pas différemment des autres. Non, c'est juste une façon de gagner ou de perdre. Il n'y a pas de pouvoir supplémentaire par rapport aux autres. Fait que, c'est sûr que dans peut-être son petit défaut, il y a la thématique. Ça plaira pas à tout le monde. On le sait. Ouais. Justement, c'est un jeu qui est disponible en print and play sur son site officiel. On peut l'avoir en print and play, on peut le trouver en magasin. Mais il y a aussi des variantes qui ont été faites sur Internet. On a Secret Voldemort, si vous êtes un fan d'Harry Potter. Vous pouvez imprimer Secret Voldemort. Vous pouvez imprimer Secret Palpatine, si vous êtes un fan de Star Wars. Fait que, si le thème d'Éclair vous rebute, puis on comprend ça, on comprend ce que ça représente pour certaines personnes. Mais vous pouvez aller chercher ces thèmes-là puis avoir accès au même jeu de façon gratuite en print and play sur BGG ou sur Internet. Même sur le site officiel de Secret Hitler, le jeu est disponible en print and play gratuitement par les gens qui l'ont fait. Ouais. Donc, c'est notre suggestion numéro 1 pour remplacer le loup-garou. Pour notre suggestion gamer, pour remplacer le loup-garou, on va y aller avec un bon vieux classique aussi qui s'appelle Battlestar Galactica, qui est un jeu en lien avec la série qui était refaite en 2004 de Battlestar Galactica. C'est un jeu où on va avoir 2 clans, les humains et les méchants robots Cylons, mais les Cylons sont infiltrés parmi les humains. Donc, ce qui est particulier dans le jeu-là, c'est qu'au début de la partie, on reçoit une carte d'affiliation. Donc, soit qu'on est humain, soit qu'on est Cylon. Mais à mi-partie, on va recevoir une nouvelle carte d'identité. Fait que ça se peut que je sois humain la première moitié de la partie, mais que finalement, c'est parce que je suis un agent, un sleeper agent, Cylon, puis je le sais pas. Puis je me fais activer à la moitié de la partie, puis là, je suis rendu un Cylon. Fait que là, je change d'équipe en mi-partie. Juste cette mécanique-là, parce qu'on rentrera pas trop dans toutes les mécaniques, parce que ça reste un gros jeu de plateau avec des figurines puis un paquet de cossins. Mais juste cette mécanique-là vient créer beaucoup de tension et d'un grand manque de confiance dans la première moitié du jeu, parce que même si je suis humain, je veux pas, parce qu'à la base, c'est comme si c'est un jeu co-op où on a un vaisseau qui sauve des On gère des crises. On gère des crises, on fait paquet de trucs. Un peu comme à Allied Draw, on va jouer des cartes pour gérer les crises. Hein. Mais l'idée, c'est que je veux pas que ça aille si bien que ça dans la première moitié. Parce que tant que je suis pas sûr que je suis un humain, si jamais moi j'ai été le MVP puis j'ai réussi à régler toutes les crises puis j'ai aidé tout le monde, puis là je me rends compte à la moitié de la partie que je suis silent, ben là je fais la moitié de la partie que je travaille dans le mauvais sens. Fait que là, il va falloir que je m'affiche beaucoup trop ouvertement pour espérer remporter dans la deuxième moitié. Fait que j'aurai pas le choix dans la première moitié de bien faire, mais pas trop. Pas tout le temps. Pas trop, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas grave si on perd un petit peu de gaz, un petit peu de population. Parce que c'est ça, si je change d'affiliation à ma nuit de partie, ça va être plus facile pour moi à ce moment-là. Fait que là, le monde ne joue pas super bien nécessairement au début. Fait que là, tu te fais accuser, hey, t'es un Cylon, t'as mis une carte négative ou quoi que ce soit, je t'envoie en prison, je perds des actions, je perds du temps, je perds mes ressources à essayer de gérer les gens sur qui j'ai des suspicions, mais ça se peut qu'on soit tous des humains pareils. Ouais. Puis pour ceux qui ont vu la série, c'est extrêmement thématique avec le fait que les Cylons étaient justement dans le vaisseau, mais ils ne savaient pas, c'était des agents endormis. Donc c'est vraiment très très bien représenté, c'est très immersif. C'est un jeu on va jouer des cartes, les cartes vont avoir des chiffres avec des couleurs. Quand on va avoir une crise, ben, ils vont demander certaines couleurs vont être positives, certaines couleurs vont être négatives, on va jouer nos cartes secrètement.
On va les mélanger. On met aussi tout le temps 2 cartes aléatoires d'un deck aléatoire. Donc, on a toujours possibilité pareil d'avoir des cartes négatives, même si personne n'en a mis. Puis après, on les mélange, on les monte, puis on regarde si on a réussi à battre la crise. Les crises, ben là, si on a réussi à la battre, ça va faire un effet qui va être positif ou un effet qui est moins négatif. Donc, on peut quand même subir des pertes, même si on a réussi la crise. Des fois, c'est juste des choix. Tel joueur a un choix à faire. Il y a des joueurs qui ont des rôles comme le président, l'amiral. Des fois, ils peuvent avoir à prendre des décisions aussi. Ils ont certaines habiletés de plus. L'amiral va être en charge des bombes nucléaires, donc il y a différentes choses qu'on peut utiliser. On doit se battre contre les vaisseaux Cylon qui nous courent après aussi, fait qu'on peut sortir du vaisseau, aller combattre. Donc on peut se promener dans le vaisseau, activer les pièces, combattre des Cylons qui essaient d'infiltrer le vaisseau. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ça reste un excellent jeu pour le rôle caché puis le côté suspicion entre les autres joueurs, là, c'est vraiment bien fait. C'est ça, ça reste un gros jeu de plateau. C'est sûr qu'on a mis Gamer, lui, on parle de parties de un jeu de 3 heures. Là. Ouais, facilement un bon 3 heures pour des premières parties. Ouais. Mais c'est une excellente expérience de jeu. Si vous n'avez pas encore essayé ça, on vous suggère fortement. Puis si vous êtes des fans de la série, bien encore plus d'y aller à fond. Un jeu qui représente très bien la série. Puis ils ont mis des extensions pour à peu près chacune des saisons là, en plus. Fait qu'on peut continuer à apporter du matériel à l'intérieur du jeu là, si on aimait la boîte de base. Donc et voilà, c'est notre suggestion pour Gamer pour remplacer le Loup-Garou. Donc ça fait le tour pour notre top 5 pour les jeux pour remplacer le bon vieux classique du Loup-Garou. Fait que sur ça, on va vous souhaiter évidemment une très bonne fin de journée. Laissez-nous dans les commentaires s'il y a des jeux qu'on a oubliés qui remplaceraient bien Loup-Garou. Fait que des jeux avec soit des trades, soit des rôles secrets. Nous autres, on a mis un petit peu des jeux. Fait que laissez-nous quelles sont vos idées, qu'est-ce qu'on a oublié, quels sont les autres jeux célèbres qu'on aurait dû mettre dans cette liste-là. On veut lire ça dans vos commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous venez nous encourager sur notre page Patreon en nous donnant des petits dons. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao!